7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Xavier Hoche. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué de Groupama AM. On va bien sûr parler allocation d'actifs ensemble. Mais avant, on va commencer avec les taux parce que c'était notre sujet ce matin avec la France qui se finance désormais au même niveau que la Slovaquie. Il faut aller chercher la Lituanie pour se financer plus cher que la France. Est-ce que c'est un problème selon vous ou finalement c'est pas grave? Ce qu'il faut, c'est pouvoir payer et que le niveau de taux n'est pas un problème? Alors pour l'instant, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'on reste à des niveaux qui sont à peu près acceptables. Tant que ça ne grève pas complètement les budgets, par exemple aux États-Unis où on a des taux autour de 4%, autour de 5%, là c'est un vrai problème parce que chaque année, quand vous avez 100% de dette, vous avez 5% de déficit en plus. C'est comme ça. En France, on n'est pas tout à fait sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant, ce n'est pas un problème. Ça peut encore, à certains moments, effectivement, remonter un petit peu. On ne parle pas encore de faillite, hein. Attention. Non, mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On ne parle pas de faillite. C'est pas agréable. On est d'accord. Quand on est dernier de la classe, quand on a la dernière note de la classe, c'est jamais très agréable. Ensuite, voilà, il faut faire avec. Ça risque de continuer jusqu'aux élections. On dit souvent que aujourd'hui, les investisseurs achètent de la dette française parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande. L'année prochaine, il va y avoir beaucoup de dette allemande sur les marchés. Est-ce que là, ça peut faire un point de tension très fort? Alors, ça peut faire un point de tension. Ça peut faire aussi remonter un peu la dette allemande. Donc, parallèlement... Ce qu'on a vu déjà un peu vendredi. Ouais. Exactement. Donc, parallèlement, on peut avoir le spread entre la France et l'Allemagne qui se réduit un peu à ce moment-là parce qu'ils ont des montants d'émissions assez forts l'année prochaine. On en aura un petit peu moins proportionnellement avec leurs différents plans. Mais pas des investisseurs qui se disent je n'achète plus de France, j'achète l'Allemagne. Concrètement, vous êtes un assureur français, ouais. Vous avez à investir. Le rendement de la France, c'est, on va dire, 80 BP au-dessus ou 0,8% au-dessus du rendement de l'Allemagne. Ouais. Comme vous n'anticipez pas que la France va faire défaut à court terme, en tout cas même à long terme, clairement, c'est plutôt un bon investissement par rapport à l'Allemagne, puisqu'elle va vous rembourser. Et le risque que la France fasse défaut, pour un assureur, c'est le risque nucléaire. On ne peut pas s'assurer contre le risque nucléaire. Donc, pour un assureur français, acheter de la dette française, c'est tout bénef. Donc, ça continuera. Il continuera à y avoir des acheteurs. On ne va pas aller dans un monde où tout va s'arrêter du jour au lendemain. Donc, l'assureur français a toujours intérêt à acheter de l'OAT. Est-ce que l'investisseur japonais, qui lui a des taux qui remontent au Japon, n'a pas intérêt à aller mettre ses billes là-bas? Un petit peu, ça s'équilibre un peu, on est d'accord. Mais il avait plutôt intérêt à aller aux États-Unis déjà depuis pas mal d'années. Pourtant, il est quand même un petit peu en Europe. Clairement, l'Europe devient un peu moins attractive avec des taux un peu plus bas. Sur les marchés actions, alors là c'est un enchaînement de records si on prend l'année sur le S&P, si on prend l'année on fait plus 16 sur le Nasdaq, plus 22, on fait pareil sur les indices japonais et sur les indices européens, on a aussi des records qui ont été signés cette année. Comment vous voyez évoluer le marché actions? À quel point vous dites qu'aux États-Unis tout est drivé par l'intelligence artificielle? Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, si on compare par exemple le S&P 500 avec l'intelligence artificielle, donc c'est avec les 7 magnifiques à l'intérieur, par rapport au S&P, on va dire equal weighted, c'est-à-dire on pondère toutes les capitalisations à l'intérieur de la même manière. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus représentatif en fait, de l'économie. Le equal weighted fait à peu près 10%. C'est pas, on va dire le S&P normal fait 16%, selon le jour 17%. Donc on a quelque chose qui est vraiment drivé par l'intelligence artificielle. Et ça l'était encore plus en 2024. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une bulle, effectivement, sur l'intelligence artificielle? Alors, concrètement, l'IA, ce n'est pas un concept. Autant le métavers, c'était un concept, l'IA, ce n'est pas un concept. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur l'IA, il y a 200 millions d'utilisateurs quotidiens, donc ça va bouleverser toute l'économie. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un concept. Ensuite, toutes les valeurs de la tech dont on parle très souvent, les Google, les Microsoft, etc., ça se paye 26, 27, 28 fois 2026. Donc, c'est moins cher que Walmart. Donc, il faut arrêter avec cette comparaison par rapport aux années 2000 où on disait les valeurs sont trop chères. Oui, elles étaient trop chères. Actuellement, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Alors, que le marché baisse de 20%, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une vraie correction. On en profitera pour racheter. Mais on n'est pas du tout dans une bulle qui est complètement déraisonnable. Donc, vous dites, un titre comme Nvidia, il n'a pas fini de grimper. Il n'a pas fini de grimper. Alors, il y aura des soubresauts, encore une fois. Ce n'est pas la question. Mais tout soubresaut, toute baisse est bonne pour remettre un peu des titres dedans. Alors, il pourrait y avoir également des mouvements avec des décisions de la Fed. Bon, il semblerait quand même qu'on aille
vers une baisse des taux. C'est ce qui se profile en janvier, peu importe quel est le profil de celui qui prendra la tête de Jérôme Powell. Quel impact ça va avoir? C'est-à-dire que l'économie américaine va se relancer. Il va y avoir pour vous une courbe en K qui va se réguler. Comment vous voyez l'évolution de l'économie américaine? Alors, effectivement, on a trois parties dans le monde. On a les États-Unis avec l'Angleterre qui sont en train de baisser les taux, la partie européenne qui a des taux à peu près stables et la partie japonaise qui remonte ses taux. Donc ça peut créer un peu d'instabilité. Pour les États-Unis, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Ce qu'on avait dit sur Trump, il va, avec le Liberation Day, il va y avoir de l'inflation, ça va être horrible, les États-Unis vont repartir dans un phénomène horrible. Ça, c'est pas du tout produit comme ça. Il avait un vrai plan en tête, ça fonctionne, ça ne nous plaît pas, nous, Européens, mais ça fonctionne. Son plan, c'est de faire repartir l'économie, c'est que les emplois continuent à être créés. Alors certes, on a un taux de chômage qui monte un peu, mais on a un taux de chômage à quoi? 4,6. Donc c'est quasiment rien. Donc attention, ok, ça remonte. Vous n'avez pas du tout d'inquiétude pour l'économie américaine? On n'a pas du tout d'inquiétude. Ça chauffe très fort pour les parties les plus riches, et puis le consommateur américain, lui, il a du mal à suivre. Ouais. Alors, vous n'avez pas cette analyse-là? On a cette analyse-là. Typiquement, c'est ce qu'on voit par exemple dans les résultats de McDonald's. Quand on regarde les résultats de McDonald's, on voit que la tranche de la population la moins aisée va de moins en moins au restaurant. Et ça, c'est effectivement problématique. Ensuite, c'est un peu le problème, entre guillemets, des États-Unis qui laissent toute une frange de la population sur le côté, ça fait partie clairement sur le côté. De la structuration de l'économie américaine. Ça fait partie de la structuration, c'est un phénomène à part. Dans la stratégie de Donald Trump, il y a aussi la baisse du dollar. Là aussi, il y arrive. Là aussi, il y arrive. Il a fait 10% au premier semestre. Au deuxième semestre, ça se calme un peu. Globalement, le dollar, alors si on regarde sur de longues périodes, le dollar est encore surévalué de 10 à, selon les termes, entre 10 et 30%. Alors ça, c'est à horizon 10 ans. Donc ça ne va pas se faire, encore une fois, en ligne droite. Mais le dollar va continuer légèrement à baisser année après année. C'est le sens de toutes les valorisations fondamentales du dollar. C'est pas très bon pour nous, quand même. C'est pas terrible pour nous, je suis d'accord. Non. On est d'accord, c'est pas terrible pour nous. C'est pour ça que l'Allemagne relance. C'est pour ça que l'Europe a relancé post-Covid. L'Allemagne est en train de relancer. On pense que les plans clairement, de réarmement vont relancer un peu l'économie. Mais c'est très favorable aux États-Unis. C'est peu favorable à l'Europe, on est bien d'accord. Mais du coup, quand on regarde l'allocation d'actifs, on a eu des patrons de fonds américains comme le patron de BlackRock qui dit l'Europe n'est pas morte, il faut miser sur les boîtes. Puis en plus, on n'est pas très cher, donc on peut faire quelques emplettes. Vous dites quoi, l'allocation d'actifs rêvée? On accélère sur les États-Unis? Comment vous jugez l'Europe? Toujours très positif sur les États-Unis. Ouais. Sur l'Europe, je pense qu'il faut être beaucoup plus opportuniste. Il n'y a pas de croissance, on n'est pas sur une croissance de 2-3% comme ce qu'on peut être aux États-Unis. On est plutôt autour de 1%. Donc clairement, il faut être beaucoup plus opportuniste. On a vu cette année, par exemple, des marchés comme l'Italie, comme l'Espagne. L'Espagne a fait plus 50%, l'Italie plus 30%. Et puis, de l'autre côté, le côté mauvais élève, on en parlait tout à l'heure, on a eu la France avec le CAC qui a fait plus 9, plus 10%. Donc alors, c'est plus 9, plus 10%. Il n'y a rien de grave. Néanmoins, mais vous dites acheter de l'Italie ou de l'Espagne, achetez pas de l'Europe au sens large, quoi. Alors acheter l'Europe au sens large, il y aura un petit peu de France dedans. C'est pas, on va dire, c'est clairement, c'est pas le cheval sur qui miser en ce moment. Où on se dit pas tout va aller mieux demain. Enfin, il suffit d'allumer la télé ou d'écouter la radio pour se dire ça va pas être un long fleuve tranquille. Dans l'actualité de la matinée, on a aussi l'once d'or qui touche un nouveau record, 4 383 $ l'once. On prend quasiment 70% depuis le début de l'année. Vous misez sur l'or ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que alors d'abord dans des fonds d'investissement, c'est très compliqué de miser sur l'or. Alors c'est quelque chose, un investissement très très particulier. Ensuite, on garde toujours en tête cette relique barbare, et puis le côté de l'or qui permet à un particulier en temps de guerre, si on a 5% de ses actifs placés en or, ça nous permet de garder son pouvoir d'achat. Mais l'or, concrètement, ça sert pour les banques centrales. Pour les fonds d'investissement, c'est très compliqué. Donc, nous, on l'a laissé de côté pour l'instant. Et sur les cryptos, quelle est votre vision? Alors, crypto, là encore, deux choses. La première, c'est quel est le fondement économique de la crypto? Pour nous, la crypto, c'est quelque chose... J'enlève les stablecoins qui ont vraiment des actifs derrière. La crypto type Bitcoin, etc., n'a pas d'actifs en sous-jacent. Donc, ça ne vaut que ce qu'on lui donne comme valeur. C'est un peu comme l'or, c'est quelque part entre l'or et l'art. Donc vous n'y allez pas? Donc on n'y va clairement pas à l'heure actuelle. Ça, c'est la première chose. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on disait, oui, vous verrez, les cryptos, ça va vous protéger si jamais il y a une crise. Et ce qu'on a vu, c'est que ça protégeait absolument pas du tout.
Donc clairement, Voir ça suit les marchés actions américains. Ça suit les marchés actions américains. Alors, il y a des fois où la corrélation est positive, des fois où la corrélation est négative. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, dans une allocation d'actifs, avoir des cryptos, oui, pour un particulier, s'il a une vision très claire, etc. Pour un institutionnel, c'est très compliqué parce que les corrélations ne sont pas du tout stables. Merci beaucoup Xavier Hoche d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.